Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un appel à l'aide de biologistes américains face à l'idéologisation des sciences par les militants woke. On parlera en particulier des points communs entre certaines des dérives de la science actuelle et la sombre histoire du lysenkisme. J'ai eu l'idée de cette vidéo en lisant un article fleuve dans un journal de zététique américaine intitulé le Skeptical Inquirer. Le numéro de l'été, qui a attiré beaucoup d'attention dans la biologie anglo-saxonne, est intégralement consacré à la menace que les woke font peser sur la science. Et étrangement, l'agitation autour de cet article n'est jamais parvenue jusqu'à nos oreilles francophones, et c'est donc ce travail-là que je vais essayer de faire. Cet article, c'est quoi? C'est un mélange entre un appel à l'aide et un rappel des bases pour les militants politisés du fond de la classe qui auraient dormi en amphi pendant toute leur scolarité. Les deux auteurs y déplorent que de nombreux domaines scientifiques, dont la biologie, se soient progressivement politisés au point d'être le théâtre d'affrontements entre des militants politiques à peine déguisés en scientifiques. Et pour repartir sur de bonnes bases, l'article rappelle quelques évidences sur 6 affirmations qui relèvent plutôt de la politique que de la science. Voici la liste donc de ces 6 affirmations. Chez l'homme, le sexe n'est pas une distribution discrète et binaire d'hommes et de femmes, mais un spectre. Toutes les différences comportementales et psychologiques entre les hommes et les femmes sont dues à des constructions sociales. La psychologie évolutionniste, l'étude des racines évolutionnistes du comportement humain, est un domaine bidon basé sur de fausses hypothèses. Il faut éviter d'étudier les différences génétiques de comportement entre les individus. L'ethnicité est une construction sociale sans signification scientifique ni biologique. Les modes de connaissance autochtones sont équivalents à la science moderne et doivent être respectés et enseignés en tant que tels. Voilà donc 6 affirmations qui sont considérées comme fausses par les deux auteurs. L'article étant très long, je vais surtout m'attarder sur les 2 premières affirmations, en particulier la première qui a fait l'objet de mes vidéos récentes contre une partie de la zététique francophone. En voici quelques passages saillants en français. Pour les rares anglophones qui auraient déjà lu l'article dans son intégralité, vous aurez un code de temps en bas pour accéder directement à mes commentaires sur l'article si vous ne voulez pas le relire. Votre sexe biologique est déterminé simplement par le fait que votre corps est conçu pour produire de gros gamètes immobiles, les œufs qui caractérisent les femelles, ou de très petits gamètes mobiles, les spermatozoïdes qui caractérisent les mâles. Comme il n'existe pas d'autre type de gamètes chez les animaux ou les plantes vasculaires et que nous ne voyons pas de gamètes intermédiaires, il n'y a pas de troisième sexe. Bien que de nombreuses espèces d'animaux et de plantes à fleurs aient des hermaphrodites, ceux-ci combinent simplement les fonctions mâles et femelles et les gamètes au sein d'un même individu et ne constituent pas un troisième sexe. En outre, des problèmes de développement peuvent parfois produire des personnes intersexuées, y compris des hermaphrodites. Les variantes de développement sont très rares puisqu'elles ne concernent qu'une personne sur 5600, c'est-à-dire 0,018%, et ne représentent pas non plus un autre sexe. Nous ne connaissons que 2 cas de véritables hermaphrodites masculins qui étaient fertiles, mais l'un d'entre eux n'était fertile qu'en tant que mâle et l'autre qu'en tant que femelle. À toutes fins utiles, le sexe est donc binaire, non seulement chez l'homme, mais aussi chez tous les animaux et toutes les plantes. Et il est binaire parce que la sélection naturelle a favorisé l'évolution d'une binarité sexuelle. Partant d'une espèce ancestrale ayant des gamètes de taille égale, isogamie, la sélection naturelle favorise souvent la division de la population en 2 groupes d'individus ayant des gamètes très différents, anisogamie. Soit des gamètes petits et mobiles, soit des gamètes grands et immobiles. Mais malgré les faits, la dichotomie du sexe, en particulier chez l'homme, a récemment fait l'objet d'attaques idéologiques. Même dans les discussions apparemment objectives sur le sexe et le genre, on dit souvent que les individus se sont vus assigner leur sexe à la naissance. Par exemple, en anglais, assigner femme à la naissance. Comme s'il s'agissait d'une décision arbitraire des médecins, une construction sociale, plutôt que d'une observation de la réalité biologique. Pourquoi tant de personnes résistent-elles à la binarité du sexe? Parce qu'il est dans leur intérêt idéologique de confondre le sexe biologique avec le genre, l'identité sociale ou le rôle sexuel.
On prétend souvent que l'évolution et la génétique ne jouent aucun rôle dans ces différences. C'est l'idéologie bien connue de la tabula rasa, qui affirme que tous les êtres humains, y compris les hommes et les femmes, naissent avec la propension à se comporter de manière similaire et que les différences comportementales ou psychologiques que l'on observe entre les groupes découlent uniquement de la socialisation, y compris des influences économiques ou environnementales. Pour un biologiste, ce genre de tabula rasa, qui peut découler en partie de la foi marxiste dans la malléabilité infinie de l'être humain, est profondément erroné. De nombreuses études montrent clairement qu'il existe des différences moyennes entre les hommes et les femmes dans une longue liste de comportements influencés par la biologie, notamment les intérêts sexuels, les soins parentaux, l'agression, le degré de promiscuité, la prise de risque, l'intérêt pour les personnes plutôt que pour les choses, l'empathie, la peur, les capacités spatiales, la violence et les traits liés aux relations sociales. Mais pour beaucoup, le simple fait de suggérer une base biologique pour les différences de comportement entre les sexes est un tabou perçu comme une sorte de misogynie. Un exemple récent est la déclaration de Chelsea Conaboy dans le New York Times. L'instinct maternel est un mythe créé par les hommes. Elle y affirme que les différences bien connues entre les hommes et les femmes en matière d'attention et de comportement à l'égard de leurs enfants sont entièrement dues à la socialisation. La réplique évidente de la biologie est que si certaines sociétés humaines imposent aux femmes la charge des soins maternels, l'attention plus grande des mères que des pères à l'égard de leurs enfants, attention déclenchée par des signaux tels que les hormones, la lactation, les pleurs des nourrissons et la vue des bébés, est observée non seulement dans toutes les sociétés humaines, mais, plus important encore, également chez des milliers d'autres espèces animales, y compris chez nos plus proches parents primates. Il est intéressant de noter que ces autres espèces ne subissent pas les pressions sociales qui, pour les partisans de la tabula rasa, expliquent les différences entre les sexes. Ce serait donc une étrange coïncidence si la misogynie et le patriarcat créaient chez les humains une situation identique à celle observée chez nos cousins de l'évolution, ainsi que chez nos parents les plus éloignés. Je passe à ce qui est écrit en conclusion. Nous pensons que l'évolution du climat politique au cours des 10 dernières années, y compris la montée rapide des politiques identitaires, a poussé les scientifiques de gauche, même s'ils sont bien intentionnés, à utiliser leur propre domaine pour signaler leur vertu idéologique et leur appartenance à une tribu politique. En outre, les départements scientifiques ont également été infectés par le postmodernisme français omniprésent dans les départements de sciences humaines. Si l'on ajoute à cela l'autocensure de nombreux chercheurs et enseignants qui craignent de subir un préjudice professionnel, la science se trouve gravement menacée. Nous pouvons également continuer à insister sur le fait que le travail des scientifiques consiste à trouver la vérité et non à décider de la manière dont cette vérité doit être utilisée par la société. Il ne s'agit pas de prétendre que toutes les recherches ont la même valeur ou le même intérêt, ni d'affirmer que la science n'a pas été utilisée par le passé à mauvais escient, mais nous devrions éviter d'interdire des domaines de travail entiers. La solution ultime passe peut-être par la philosophie, en soulignant qu'il n'y a aucun intérêt à se tourner vers la nature pour déterminer quels sont nos comportements bons, moraux ou normaux. Cela implique toujours deux erreurs bien connues. La première est le sophisme naturaliste, le fameux dicton selon lequel ce qui est naturel est ce que nous devrions faire. Le second est le sophisme de l'appel à la nature qui soutient que ce qui est naturel doit être bon. Or, toutes les idées fausses en matière de biologie que nous avons évoquées consistent à imposer des croyances préconçues à la nature. Cela transforme un vieux sophisme en un nouveau, que nous appelons l'appel inversé à la nature. Au lieu de supposer que ce qui est naturel doit être bon, ce sophisme affirme que ce qui est bon doit être naturel. Il exige que vous voyez le monde naturel à travers les lentilles prescrites par votre idéologie. Si vous êtes un activiste du genre, vous devez voir plus que deux sexes biologiques. L'idéologie progressiste se renforce et s'immisce de plus en plus dans tous les domaines de la science, et parce qu'elle est progressiste, et parce que la plupart des scientifiques sont des libéraux, peu d'entre nous osent s'opposer à ces restrictions de notre liberté. À moins que l'esprit du temps ne change et que les scientifiques ne trouvent enfin le courage de s'élever
contre les effets toxiques de l'idéologie dans leur domaine, dans quelques décennies, la science sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il est même peu probable que nous puissions la reconnaître en tant que science. Je vais m'arrêter là pour la lecture du texte. Alors, quelles sont mes remarques sur ce texte? Je n'ai pas de désaccord biologique majeur sur ce qui a été dit dans la première partie de l'affirmation. Le seul ajout que je trouverais nécessaire, c'est plutôt du côté du dimorphisme homme-femme. Il me semble dommage de ne pas avoir insisté, en plus des écarts de moyenne, sur des écarts de variance et sur la cyclicité de certaines observations qui est propre à la biologie féminine, en tout cas chez les humains. L'histoire des différences hommes-femmes est plus complexe qu'une affaire de moyenne. La partie qui m'intéresse davantage est la dimension philosophique. C'est la conclusion à laquelle je suis modestement parvenu moi-même à force de débats. Dans ma pratique des discussions avec des gens qui ne pensent pas comme moi, et, soit dit en passant, qui ont tout à fait le droit de ne pas penser comme moi et de ne pas être convaincus par mes arguments, j'ai constaté la chose suivante. Je passe une fraction infinitésimale de mon énergie à débattre de p-values et de régression linéaire dans des études scientifiques, et l'essentiel de mon énergie s'épuise sur des questions de vocabulaire, sur des biais d'interprétation, et occasionnellement sur les conséquences de tel ou tel discours public. Si je dis qu'il existe des différences cognitives entre hommes et femmes, 999 personnes sur 1000 ne vont pas me demander de détailler mes sources sur les opérations de rotation mentale ou la distribution des QI à 3 écarts types de la moyenne. On va au mieux me demander si je sous-entends que les femmes sont débiles et me dire que ce discours irresponsable décourage les femmes de poursuivre des carrières scientifiques, ce qui est, du point de vue de 999 personnes sur 1000, infiniment plus important que l'état réel des connaissances sur le sujet. Sur le plan philosophique, il n'est pas exagéré de dire que nous assistons à une résurgence du lysenkisme. Si vous ne savez pas qui est Lysenko, c'est un biologiste soviétique qui a imposé pendant une vingtaine d'années une pseudo-science anti-darwinienne à tout le bloc communiste. Et ses croyances idéologiques ont eu comme conséquence très réelle d'engendrer des mauvaises récoltes et de contribuer à des famines, en Chine et dans le bloc soviétique. Mon cousin de l'Est, Moscovitz, vous a fait une petite biographie sur le monsieur, n'hésitez pas à aller voir cela rapidement en mettant en pause cette vidéo. Disons les choses clairement, en France, Lysenko est une casserole que traîne toute une partie des élites de la gauche française qui a été très friande de sa théorie de la science bourgeoise. Je vois occasionnellement des gens mettre l'étiquette de lysenkisme sur certaines affirmations pseudo-scientifiques et c'est heureux, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'argumentation propre pour expliquer pourquoi une partie de la science de notre temps relève du néo-lysenkisme. À mon sens, le néo-lysenkisme s'articule autour de 5 éléments. Un rejet de la génétique, d'une part, un néo-lamarckisme, d'autre part, une perception exagérée de la dimension sociale comme déterminant humain, une forme pointée dans l'article d'appel inversé à la nature, et en dernier recours, une nouvelle théorie des deux sciences. On va les prendre l'une après l'autre, ces 5 parties. Le premier point, le rejet de la génétique, c'est de loin le plus facile des éléments à percevoir. Il suffit de constater le mal que des observations bêtement génétiques ont pour se frayer un chemin dans le débat sur les sportifs trans. Il y a eu historiquement des mauvais usages de la génétique, et personne n'en disconvient, notamment pour des usages eugénistes. Mais là, nous sommes potentiellement dans un extrême inverse de négation totale de la génétique, qui pourrait être tout aussi dangereux. Et c'est pour ça qu'on parlait du lysenkisme un peu plus tôt, parce que le lysenkisme qui a nié la génétique est arrivé à des hérésies aussi. Le second point, c'est le néo-lamarckisme, qui est déjà beaucoup plus complexe à expliquer pour le grand public. C'est une référence à un débat sur la manière dont l'évolution se produit. Lamarck, chercheur français du tournant des années 1800, l'attribue à une somme d'évolution du vivant des individus. L'illustration la plus classique, c'est le cou d'une girafe. Pour Lamarck, le cou de la girafe est long parce qu'à force de tendre le cou pour brouter des feuilles, le cou des girafes s'allonge de leur vivant et génération après génération, les girafes passent cette caractéristique nouvellement acquise à leur girafon. Dans le débat scientifique actuel, par exemple, on assiste occasionnellement à des résurgences
de lamarckisme. Prenez par exemple le débat sur la plasticité cérébrale, c'est quasiment du lamarckisme dans le texte. Chaque fois que vous pourriez croire que votre cerveau de naissance peut avoir une importance, on vous dira que ce sont les expériences qui façonnent le cerveau et pas la manière dont il est né. C'est au prix de ce néo-lamarckisme qu'on jette un voile pudique sur toute forme de dimorphisme cérébral homme-femme. De manière un peu moins directe, l'idée que votre corps à l'instant T sait mieux à quel genre il appartient que ce qu'une étude génétique pourrait dire de vous relève du crypto-lamarckisme. En creux, on retrouve l'idée que ce sont les expériences du monde qui façonnent votre genre plutôt que votre naissance. Quelque part, les éléments les plus importants sont dans votre corps qui est façonné plutôt que dans vos gènes qui peuvent aboutir à la création de votre corps au moment de votre naissance. Ce qui m'amène au point suivant, la perspective purement sociale du champ explicatif de la réalité. C'est un point qu'on retrouvait déjà dans le lysenkisme d'origine, l'idée que les plantes allaient mieux pousser en tamis serrés grâce à leur entraide et à leur communisme spontané, quand le seul moyen de rendre compte d'une observation est de recourir à une théorie sociopolitique, on part dans le décor. Et c'est d'autant plus vrai que les théories sociopolitiques sont fluides par nature et savent très bien s'adapter pour proposer un semblant d'explication à peu près tout et n'importe quoi. L'idée générale que nos interactions sociales nous façonnent est omniprésente dans notre science actuelle, rien que dans la branche féministe. Regardez combien souvent ce sont les jouets, le vocabulaire et les rôles modèles, bien plus que les gènes ou les hormones, qui font que les femmes sont plus ou moins nombreuses en sciences et en politique, plus ou moins rapides en course à pied ou plus ou moins compétitives aux jeux d'échecs et de Scrabble. Et c'est à ce titre que l'article a raison de mentionner une inversion de l'appel à la nature qui est très lysenkiste elle aussi. Pour Lysenko, le communisme est bon, donc il est évident que les plants de pommes de terre cherchent à partager équitablement leurs ressources en eau avec les seigles et les carottes. Les légumineuses prolétariennes de tous les pays sont unies dans leur lutte pour la survie, et si cette dernière phrase ressemble pour vous à une hallucination d'un bureaucrate de politburo seulement orné de jargon agronomique, c'est parce que c'est le cas. Et pour beaucoup de scientifiques modernes, la science n'est plus qu'une lointaine hallucination politique ornementée de jargon. J'ai hésité il y a quelques mois à démolir cette conférence TEDx que je vous affiche à l'écran, qui affirme que la mécanique quantique prouve que l'univers est queer. Je ne l'invente pas, vous pouvez aller écouter avec quelle mauvaise foi et avec quelle quantité de distorsion on y prétend que le fait que les particules se répartissent dans une superposition d'états quantiques avec une distribution probabiliste prouve en fait que les particules seraient comme nous tous, c'est-à-dire apparemment fondamentalement queer. Que ce soit dans cette conférence ou dans d'autres délires tout aussi woke, l'idée que le monde se comporte d'une certaine manière parce que ce serait bien pratique pour nos petites lubies politiques est une marque de néo-lysenkisme. Et enfin, j'en arrive à ce qui est probablement l'aspect moins discuté dans le lysenkisme, l'idée qu'épistémologiquement, il y aurait non pas une, mais deux sciences, une science bourgeoise conservatrice et une science prolétaire révolutionnaire, idée qui, dans une bouche lysenkiste, veut dire que seule cette seconde science est juste et vraie, alors que la première est motivée par la conservation bourgeoise du statu quo. Cette idée n'a pas disparu et elle est souvent agitée par toute une nébuleuse de gens encore aujourd'hui pour mettre en doute des choses établies et consensuelles qui les dérangent. Prenez par exemple un récent article sur l'inexistence d'un instinct maternel qui serait une pure invention de la science bourgeoise patriarcale capitaliste. On apprend dans le Skeptical Inquirer que cette idée a déjà été diffusée dans une tribune du New York Times il y a 1 an. Et par-delà la réfutation relativement évidente donnée un peu plus tôt, je voudrais insister sur la théorie qui sous-tend cette affirmation. Dire que l'instinct maternel est un mythe contre des monceaux de preuves scientifiques, c'est adhérer à l'idée qu'il existe une bonne et une mauvaise science, une bonne science qui est du côté des prolétaires et à l'opposé une science bourgeoise. C'est mot pour mot la pensée de Lysenko, tout au plus, pour faire moderne, faudrait-il parler de science des minorités plutôt que de science prolétaire. C'est ainsi que je vais terminer cette vidéo en espérant que cette prise de recul épistémologique et scientifique vous inspire des commentaires passionnants et des pensées plus fermes. Refusez partout où vous le voyez le néo-lysenkisme, car aucun d'entre nous ne veut en subir les conséquences.
N'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne secondaire de mon cousin de l'Est, Moscovitz, qui fait des vidéos pour parfois parler du communisme, des totalitarismes, etc. Et vous pouvez aussi aller regarder le site de la maison d'édition Carmin que je dirige si vous voulez aider la chaîne. Prenez soin de vous, bonnes vacances pour ceux qui en ont, et à bientôt.